Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro consacré à l'actualité brûlante de la sous-région ouest africaine. Aujourd'hui, nous allons sillonner plusieurs foyers de l'actualité politique, sécuritaire, mais aussi qui touchent avec des questions bien sûr qui interpellent les États africains, qui touchent directement les peuples ouest africains. Ce serait bien sûr avec Gostin Diatta, il est journaliste correspondant du journal Le Soleil dans le sud du Sénégal, lui qui a un œil bien sûr sur tout ce qui bouge dans la sous-région. Il est d'ailleurs l'envoyé spécial du journal Le Soleil en Guinée-Bissau. Il y était quand on a donc renversé le président sortant Umaru Sissoko Embalo par un coup d'État. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau de La Voix du Sud. Gostin Diatta, bonjour. Bonjour Amidou, bonjour à toute l'équipe de La Voix du Sud, à ce jeune groupe dynamique que je salue. Et je salue également le propriétaire du groupe Voix du Sud. Merci d'avoir surtout accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, Gostin, aujourd'hui, nous allons décrypter, comme je l'ai dit tantôt, plusieurs questions de la sous-région, d'abord sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, mais qui touche également les pays de l'AES, les coups d'État. Vous n'êtes sans savoir que l'année 2025 a été mouvementée et marquée par des événements regrettables, bien sûr, des coups d'État, des attaques djihadistes, des enlèvements, mais aussi des revirements politiques dans la sous-région. Et tout cela sous l'œil impuissant, s'il faut le dire, de la CEDEAO. Avant de revenir sur ces événements que je viens de mentionner, il faut parler de la présidentielle en Guinée, République de Guinée. En 2021, Mamadou Doumbia fait coup d'État, il renverse le président Alpha Condé. Et Mamadou Doumbia qui déclarait, je cite, « Ni moi, ni aucun membre de mon entourage ne sera candidat pour quoi que ce soit, mais en 2025, il fait volte-face et dépose sa candidature et participe à la campagne et remporte l'élection présidentielle avec plus de 86% des voix. Comment expliquer surtout ce revirement politique? Est-ce que faut-il le féliciter ou bien s'inquiéter? Bon, merci pour cette question. Avant tout, moi, j'aimerais dire que peut-être le président Doumbia, maintenant il n'est plus général, il est plus colonel. Il est tout simplement président, voilà, il est élu. Il est devenu président de la République de Guinée. Alors moi, quand on analyse ces situations, j'ai l'habitude de dire que peut-être il avait cette ambition très tôt de devenir président de la République. Parce qu'on ne peut pas perpétrer un coup d'État contre un président qui est élu au suffrage universel par tout un peuple. On le renverse. Ensuite, ce qui me fait tiquer un peu, c'est sa déclaration. Il dit que je ne serai jamais peut-être candidat. Il a été clair. D'abord lors de la présentation, après qu'il a pris le pouvoir, il a dit et il a été interrogé par les médias internationaux. Il a confirmé. Exactement. Voilà pourquoi je dis peut-être qu'il avait cette ambition-là très tôt. Il n'avait pas peut-être cette ambition de devenir président de la République à la suite de son coup d'État. Peut-être qu'il avait des ambitions, mais même en étant dans les casernes. Et ce qui explique que tu dis je ne serai pas candidat. On est d'accord. Quelques mois après, alors le monsieur se présente et il est devenu candidat. Et ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire, c'est qu'il a écarté tout le monde. C'est-à-dire que tous les potentiels candidats, c'est cela qui pouvait être quand même ses adversaires potentiels, on les a écartés. Donc il avait adopté la même démarche que les hommes politiques. Parce que quand on est militaire, on est dans les casernes, moi je pense qu'on n'a pas, peut-être que ces pays-là très politique, donc on est là pour arbitrer. Exactement, on était là pour arbitrer. Mais ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, je pense que voilà, le monsieur il avait des ambitions très tôt. C'est ce qui fait qu'il est devenu candidat et il a remporté les élections. Comment?
avec la manière. Il est devenu, il a même battu au record. Oui. Il n'y a même pas eu un second tour. Il n'a même pas donné la chance à ses adversaires. Il est venu avec 86%. Et avec Alpha Condé qui veut toujours revenir au pouvoir. Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas que ça soit possible maintenant. Alpha Condé maintenant, je pense que c'est carrément un homme dépassé. Il ne pourra plus peut-être revenir au pouvoir parce qu'imagine-toi, il n'est pas en Guinée-Conakry. Quand il va revenir peut-être au pouvoir, il y aura Mamadou Doumbia, on ne sait pas. Est-ce qu'il va faire 10 ans et partir? Est-ce qu'il va faire 15 ans? On ne sait pas. Étant donné que le mandat est de 5 ans. S'il est hors du pays, quand il va revenir en Guinée-Conakry, pour reprendre ses marques. Parce que peut-être, quand on perd le pouvoir, on part avec tous les privilèges. Avec tout, oui, effectivement. On part avec tous les privilèges. Il n'est plus chef de l'État, il l'était avant. Aujourd'hui, s'il veut revenir au pouvoir, il doit essayer de retravailler sa base politique, essayer de redémarrer, essayer de se forger une autre personnalité. Est-ce qu'on lui donnera ce temps-là? Je pense. Est-ce qu'on lui donnera ce temps? Vous parlez du temps, moi je veux parler de la confiance, puisque Mamadou Doumbia a été vraiment un élément clé dans l'armée française. Il a été formé en France et il a même une épouse française. Est-ce qu'aujourd'hui on peut le comparer aux autres militaires? On va revenir d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut le comparer aux autres militaires? Et patriotes, bien sûr. Je pense que lui, au moins, il a eu cette chance-là. J'ai l'impression qu'il bénéficie un peu de la confiance des Guinéens. Des Guinéens. Parce que quand il sort, on a suivi sa campagne, il était adulé, en fait. Quand il sort, il y a une foule qui l'accompagne, une foule qui l'adule. Donc, ça veut dire qu'il a bénéficié un peu de la confiance des Guinéens, oui, de ses compatriotes. Et je rappelle, quand il a pris le pouvoir, sa première phrase, c'était quoi? Il dit, je suis là pour la paix, je suis là pour la justice et la prospérité partagée. La prospérité partagée, c'est quoi? Il faut faire allusion aux mines de fer, de Simeno. Donc ça veut dire qu'il dit aux Guinéens, je suis d'accord, j'ai été dans les casernes, aujourd'hui je suis devenu chef de l'État. Maintenant, ce que je déclare comme prospérité partagée, c'est que tous les gens qui seront avec moi, on va peut-être le ressentir dans le panier de la ménagère, pour faire simple. Il a dit, il y a des gens qui dirigent votre pays, il y a des ressources, exactement, c'est la Guinée-Conakry, un sous-sol extrêmement très riche, oui. Très riche. Maintenant, lui, il fonde son message sur ça. Tout ce qu'on peut gagner dans ces ressources naturelles-là va revenir au peuple. Voilà pourquoi il dit dans sa phrase, que je trouve très choc d'ailleurs, il dit, je suis là pour la justice, la paix et la prospérité partagée. Voilà pourquoi je dis, les Guinéens, quelque part, ont confiance en ces militaires. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus militaire. Il va se croire peut-être militaire, mais quand on devient, on porte le boubou de chef de l'État, on sort des casernes. Je pense que maintenant, il doit se détacher de sa tenue de militaire et porter carrément ce peuple qu'il a demandé à être élu. On lui a fait confiance, il va falloir que ça travaille. Il va falloir que ça travaille. Gosselin, aujourd'hui, vous pensez que le peuple guinéen fait confiance donc à son chef d'État, Mamadou Doumbia? Est-ce que vous ne craignez pas qu'il subisse après le pouvoir le même sort que Dadis Camara, puisque on voit il y a un match de football, un tournoi qui a été organisé en Guinée forestière où on a vu aussi des morts, je pense, et jusque-là, la lumière n'a pas encore été faite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'après le pouvoir, on va le poursuivre aussi pour les mêmes causes? C'est possible parce qu'on a suivi carrément, ou bien on a suivi une audience avec l'ancien chef de l'État, Dadis Camara. Ce qui s'est passé en 2009, je crois que ce n'est pas la même chose avec ce qui s'est passé en Guinée forestière. Oui. Ça veut dire que il y avait beaucoup de violence le 28 septembre 2009, sous Dadis Camara. Il y avait beaucoup de violence. Il y a des femmes qui ont été violées. Ce n'est pas le cas avec Mamadou Doumbia, mais on ne dit pas non. Alors il faut rappeler que le président Dadis Camara est en liberté. Exactement. Donc, et aussi rappeler que le colonel Claude Pivy vient de nous quitter. Il est décédé en prison. Ce sont carrément des événements qui sont déplorables. Mais on peut dire également que moi je suis d'accord pour la justice, mais il faut le faire avec beaucoup de précision, avec beaucoup de tact. Donc ce qui s'est passé en Guinée, on le regrette, mais c'est comme ça, on n'y peut absolument rien. Et je crains que
peut-être Mamadou Doumbia, quand il va terminer son mandat, qu'il subisse peut-être la même chose. On ne sait pas. On reste dans le cas de la justice, puisqu'il a gracié le président Dadis Camara. Les autres co-accusés sont toujours en prison. Le colonel Pivi, lui, il est décédé. Et est-ce que vous pensez que c'était juste de sa part? Oui, mais ce que je dis est très clair. On peut gracier celui que les gens considèrent qui était carrément l'auteur de cette violence. On le gracie, il est devenu libre, et pendant ce temps, les autres sont en prison. L'autre, il est où? L'autre qui clamait tout le temps son innocence. Comment il s'appelle? Toumba Diakité. Diakité, qui disait que lui, il était pour rien. On lui avait donné des ordres. C'est un militaire. Exactement. On lui avait donné des ordres à exécuter. Et il dit même qu'il n'était pas là. Qui a donné cet ordre, il dit que ce n'est pas lui. C'est vrai qu'il assurait la garde présidentielle. Il était l'homme de main de Dadis Camara. Mais il dit, au bout du compte, il dit que ce n'est pas moi. Et tout le monde sait que quand on est dans l'armée, quand on te donne des ordres, il faut exécuter. Et lui, pourquoi on ne peut pas lui gracier également? Pourquoi il ne peut pas subir le même sort que Dadis Camara? Et je pense qu'il y a dans cette histoire du deux poids deux mesures. Est-ce que vous ne pensez pas que la libération de Dadis Camara était aussi un peu politique? Ça peut être politique. Ça peut être politique. Peut-être que le président Doumbia est en train de surveiller ses arrières, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a déjà peur. Il pense qu'au terme de son mandat, il doit subir le même sort que Dadis Camara. Maintenant, pour ne pas qu'on en arrive là, il faut tout le temps qu'on essaie de le gracier. Il bénéficie des largesses du chef de l'État. Allez, aujourd'hui, il est libre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qui va payer? Mais Toumba Diakité qui avait annoncé aussi sa candidature, vous pensez qu'avec sa notoriété qu'il avait en Guinée, le président Mamadi Doumbia pouvait donc le laisser se présenter comme candidat? Je pense que peut-être lui, il était un peu dans le superficiel. Est-ce que les Guinéens allaient lui accorder cette confiance-là? Même si, au terme de ses audiences, parce qu'il s'est forgé quand même une personnalité et une notoriété, parce que les gens commençaient à l'aimer. Oui, effectivement. Devant la barre, il ne disait que la vérité. Les gens disaient que, voilà, le gars, le monsieur, il ne faisait que dire la vérité. Et est-ce qu'il avait cette même notoriété que celle du président Doumbia? Non, je ne pense pas. Voilà pourquoi je dis, peut-être qu'il était en train de blaguer, c'était juste dans le superficiel, mais je ne pense pas qu'il puisse devenir peut-être candidat à une élection présidentielle en Guinée. Peut-être dans le futur, mais pas avec ce régime. Alors Gossin, le président Mamadi Doumbia n'est pas d'ailleurs le seul à faire volte-face donc de sa décision dans la sous-région, notamment dans la zone CEDEAO. Le président Alassane Ouattara l'a fait, qui avait annoncé plusieurs fois, et je peux dire une fois, ne pas se présenter comme candidat pour des élections. A fait des, je peux dire, tripatouillages peut-être pour se présenter, et il est aujourd'hui à son 4e mandat. Exactement. Il fait 3 mandats. D'ailleurs, avant le 3e mandat, il avait dit « Je préfère maintenant laisser la place aux jeunes ». Il laisse la place aux jeunes à un de ses premiers ministres qui décède. On poursuit, on va dans quelques mois plus tard, celui qui devrait être le candidat potentiel. Et il écarte tous les opposants. Exactement. L'autre monsieur décède encore. Laurent Gbagbo. Il écarte tout le monde. Laurent Gbagbo qui n'est pas président. Tidjane Thiam. Exactement. Je rappelle que ce n'est pas lui qui devait être candidat à l'élection présidentielle pour le compte de son camp politique, de sa formation politique. Ce n'est pas lui qui devait être le candidat. Maintenant, il fait 3 mandats. D'abord, le 2e mandat, il dit « Je ne vais pas faire un 3e mandat ». Il fait un 3e mandat. Avant de partir, Alassane Ouattara nous dit « Non, moi je suis là parce qu'il y a un problème de sécurité en Côte d'Ivoire que je dois régler avant de partir. » Donc, il faut mettre en ordre, tout en ordre. Est-ce que vous pensez que ce qu'il a dit est logique? Non, je ne pense pas que ça soit logique. Parce que moi, je pense que sa volonté à lui, c'était de se maintenir au pouvoir, ce qu'il a réussi à faire, en écartant Tidjane Thiam, parce que tout le monde savait que Tidjane, s'il venait, au moins il avait la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Il l'a su, il met de côté Tidjane, Laurent Gbagbo et tout le monde. Et la dame. Même la dame. Donc ça veut dire qu'il a choisi, comme on dit,
ces candidats. Ils sont partis en élection, il les a battus et très facilement il s'est installé en cours. Alors, Gostin, ce qui est un peu époustouflant dans cette affaire, vous voyez que tout se passe sous l'œil peut-être impuissant de la CEDEAO. Est-ce que faut-il dire aujourd'hui que cette institution ne joue plus son rôle ou bien est-elle affaiblie? On le décrit depuis très longtemps, la CEDEAO. Depuis 1965, l'OIA, aujourd'hui CEDEAO, etc. Mais c'est quoi le bilan? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font, ces chefs de l'État? Vous voyez ce qui s'est passé en Guinée récemment? Personne n'est en mesure de dire aux gens de poursuivre le processus électoral. Effectivement. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé, la CEDEAO est au courant, parce qu'ils ont mandaté quand même des représentants, des observateurs. Même en Guinée-Conakry, c'est pareil. Vous pensez qu'on doit être dans un pays, dans un État sérieux, ou bien dans un continent sérieux, où on voit peut-être 10 coups d'État se perpétrer en 5 ans seulement, en Afrique, même si on doit citer le cas de Madagascar et du Gabon, au niveau de l'Afrique centrale, il y a eu au moins 10 coups d'État. Vous pensez que c'est normal? Et 2 au Mali, de façon simultanée, 2 également au Burkina, de façon simultanée. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en cette CEDEAO. Alors, vous êtes en train de dire que les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, le Niger, le Burkina Faso, ont raison de claquer la porte à cette institution. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ils sont en train de se concerter pour créer leur propre monnaie. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Maintenant, quand on écoute, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré au niveau du Burkina, ce qui se passe, on entend des actions de souverainisme dans le discours. C'est-à-dire, on vous dit, nous, on est des pays du Sahel, on se glorifie de l'être, et donc maintenant, nous allons prendre notre destin en main. Parce que ces gens-là, le colonel Assimi Goïta au niveau du Mali, Ibrahim Traoré au niveau du Burkina et Abdourahmane Chani au niveau du Niger, tous ces gens-là n'ont pas confiance en l'extérieur. Et je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord qu'ils aient pris cette Parce qu'aujourd'hui, ils ont leur passeport AIS, la banque d'investissement AIS, la télévision AIS et aussi la force unifiée AIS. Je suis d'accord qu'ils aient pris toutes ces initiatives-là. Peut-être que ça peut pousser peut-être les autres pays qui sont de côté. Il y a pas longtemps, nous, on théorisait la mise en place de l'ECO au niveau de la zone IEMOA. Je rappelle que tous ces 3 pays sont dans l'IEMOA. Et maintenant, est-ce qu'il y avait 8 représentants, 8 États membres? Si on allait maintenant le Niger, le Mali et le Burkina, nous en serons à 5. Est-ce que ces 5 pays-là, y compris le Sénégal, est-ce que ces pays-là auront la politique de leur croissance? Je ne sais pas. Est-ce que maintenant, les pays-là, si les 3 pays ne sont plus membres de l'IEMOA, est-ce que l'IEMOA ne sera pas affaibli? Je ne sais pas. Alors Gostin, les 3 pays, aujourd'hui, l'actualité, c'est que les 3 pays accusent les pays voisins d'héberger leurs ennemis, comme le Burkina Faso du capitaine Traoré, qui accuse la Côte d'Ivoire d'héberger les terroristes et d'orchestrer les attaques contre son pouvoir. Également, qui accuse aussi le Bénin du président Patrice Talon, qui vient d'ailleurs de subir ou bien de rater une tentative de coup d'État. Et quelle analyse faites-vous de cette situation? Est-ce que ça donne une bonne image ou bien c'est une prudence? Ça ne donne pas une bonne image. Là, on a suivi cet épisode où un monsieur de la société civile burkinabé est parti en Côte d'Ivoire, il a été incarcéré. Et je pense même qu'il a perdu la vie dans des circonstances tragiques. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a Ali Faso. Exactement. Je pense qu'on ne devrait pas en arriver là, dans ces conditions-là. Parce que, quoi qu'on puisse dire, nous formons un seul peuple. C'est vrai qu'ils se sont détachés, mais on forme quand même un seul peuple. Alors, ils se sont détachés pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont réussi à réduire donc les attaques dans le Sahel, puisqu'on voit en octobre dernier, les camions citernes qui transportaient le carburant de Dakar vers Bamako ont été attaqués par des terroristes, incendiés plus de 50 camions. Après tout, il y a aussi une jeune influenceuse tiktokeuse, Mariam Sissé, qui a été exécutée dans sa ville natale
capitale à Donka. Est-ce que les terroristes ne semblent pas dicter leurs lois dans le Sahel? Ces dirigeants ont réussi à les repousser. Ça, je pense que quand Assimi Goïta était arrivé au pouvoir, Oui. quand ils ont renversé le président Ibrahim Boubacar, Oui. Ibeka, qu'est-ce que les gens disaient? Ils disaient que Assimi Goïta et sa troupe, ils disaient que le Mossoul ne pouvait absolument rien contre les bandes armées, c'est-à-dire les djihadistes. Maintenant, on était en 2020, au mois d'août. Et le président Bazoum qui disait d'ailleurs que les terroristes étaient plus aguerris que Je pense qu'il a tout à fait raison. Sous le magistère. Parce que quand les militaires arrivaient au pouvoir, on croyait que peut-être ils pouvaient être en mesure de faire refouler les djihadistes hors de leur territoire. Mais ce qui s'est passé, c'était pas ça. Et je pense que les exécutions ont continué. Récemment, il y a un village au niveau du Mali qui a été complètement rasé par les djihadistes. Alors, est-ce que lui, colonel de l'armée, Assimi Goïta, est-ce qu'il est en mesure de bien former ses troupes? Et je rappelle que quand la France était là, au moins ils ont demandé à ce que la France parte. Oui, effectivement. Mais aujourd'hui, croyant qu'ils pouvaient prendre cette question-là à bras le corps. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le constater qu'il y a carrément les djihadistes qui continuent à dicter les lois au niveau de ces 3 pays du Sahel. Alors c'est un échec, faut-il parler aussi de l'espoir? Est-ce qu'ils vont arriver à contrecarrer aussi ces attaques djihadistes? Ils ont mis en place la force unifiée, oui, AIS. Oui, mais pour l'instant, je pense que c'est un échec. Un échec total. Que ce soit au Burkina, au Mali, surtout au Mali. Oui. Surtout au Mali. Tu as évoqué le problème avec le carburant, récemment avec la jeune fille Mariam qui a été peut-être exécutée de façon très, très barbare. Parce que tout simplement, en public. Exactement. Donc pour envoyer un message peut-être au pouvoir. Exactement. Parce que tout simplement, elle avait le courage de dénoncer, de dire aux gens que ce qui se passe chez nous, c'est pas bien. Il va falloir que l'armée réagisse. Je pense que cette question-là, il faut qu'on accepte de faire venir d'autres forces. Ils ont essayé avec les Russes, ça n'a pas marché. Peut-être qu'ils ne sont pas bien entraînés, peut-être qu'ils ne sont pas bien formés. Mais là, c'est un échec pour l'instant. On attend maintenant de voir qu'est-ce que ça va donner quand cette force unifiée-là sera carrément redéployée sur le terrain. Alors, merci Gostin. Ce serait donc, on est presque à la fin de notre émission et aujourd'hui nous avons décrypté l'actualité sous-régionale sur le plan politique, sécuritaire, mais aussi des informations à chaud. Et c'était donc avec Gostin Diatta. Votre mot de la fin, ce serait pour clôturer cette émission. Peut-être, comme on n'est pas trop politique, peut-être taquiner les politiques, ils disent que voilà, ces pays nous appartiennent. C'est-à-dire quand on parle de démocratie, la démocratie repose en elle-même sur le peuple. C'est le peuple qui est pratiquement l'essence même, ou bien la quintessence ou le fondement de la démocratie. Encore une fois, j'en profite pour remercier votre équipe, l'équipe de la Voix du Sud, et j'encourage également tout ce que vous êtes en train de faire. On vous suit de loin, on voit les efforts qui sont en train de déployer. Je suis heureux, ou bien je suis vraiment flatté, gâté d'être invité dans ces magnifiques studios. Ce serait toujours chez vous. Et un personnel dévoué que je rencontre. Certains, je les connais, je les rencontre sur le terrain, même si pas tout le monde. Mais je vous encourage à aller de l'avant. Merci. Ça peut être difficile, mais tenez bon, ça peut aller. Merci, on tient bon Gostin, c'est le conseil de notre grand collègue et aussi notre invité du jour, Gostin Diatta, qui est journaliste et correspondant du journal Le Soleil dans le sud du Sénégal, lui qui a l'œil sur tout ce qui bouge également dans la sous-région. Il a été très bref, clair et concis dans cette émission et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine et merci de nous avoir suivis. Restez sur la Voix du Sud pour toute l'actualité et aussi n'hésitez pas pour des services commerciaux, vous pouvez vous adresser à la boîte. Vous aurez également les détails, surtout avec les différents numéros. Bonne suite et au revoir.